Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un bilan lecture et en plus quand même un plutôt gros bilan lecture puisqu'il y a 8 livres. Voilà, je me suis bien rattrapée. Bon après c'est vrai qu'il y a des... Oh, il y a quand même un pavé, hein. Mais après c'est vrai que c'est pas mal de livres courts, on va pas se mentir. Du coup, bah écoutez, on va commencer directement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... En vrai, ça je voulais te dire au chat avant. En vrai, il y avait un abandon, mais c'est pas vraiment un vrai abandon. Donc on va dire que c'est un truc avorté et voilà. Donc j'en parlerai pas et c'est pas grave. Voilà, et sinon comme d'hab, de la moins bonne à la meilleure, mais il y en a, c'est pas vraiment classé, voilà, c'était un peu dur à classer. Mais la moins bonne et la meilleure sont sûres et certaines, par contre. Pas de coup de cœur, après, mais quand même une excellente lecture et une mauvaise lecture dont je vais vous parler. D'ores et déjà, il s'agit de La menteuse de Sophie Stava. Oui, je sais que j'aurais dû m'y attendre. Parce que vraiment, tout était fait pour être mauvais. Oui, je sais, mais je me fais avoir parce que j'aime bien cette thématique des mensonges compulsifs, là, tout ça. Sauf que là, en fait, ça démarrait bien. En vrai, alors déjà, je vais vous dire déjà de quoi ça parle. On va suivre Sloane, qui est une jeune femme, enfin, ouais, je crois qu'elle a la trentaine, donc oui, qui a tendance à mentir compulsivement, voilà, bah, parce qu'en fait, elle a pas, bon, c'est le truc classique, elle a pas vraiment confiance en elle, elle est pas très fière d'elle et tout ça, et donc elle a tendance à mentir pour enjoliver sa vie, globalement, depuis qu'elle est petite. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est exactement ça. Ça se lit tout seul, mais c'est un peu nul, quoi. Euh... Tu l'as lu aussi, du coup, Malo. Il y a des gens qui ont aimé. En vrai, je j'ai pas vu les retours. Bon, alors, je finis le synopsis. Et un jour, en fait, elle va tomber sur une petite fille et son père dans un parc. Et la petite fille est en train de pleurer parce qu'elle s'est fait piquer par une abeille. Et en fait, Sloane ne va pas pouvoir s'empêcher d'intervenir en disant qu'elle est infirmière. Et du coup, elle va aider la gamine en enlevant le dard de l'abeille, etc. Bon, bref. Et en fait, de fil en aiguille, elle va faire la connaissance de la famille. Parce que là, il n'y a pas la mère, mais elle va faire sa connaissance un peu plus tard. Et elle va se lier d'amitié, sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'elle s'est pas présentée comme Sloane, et en plus, déjà, elle a dit qu'elle était infirmière, ça partait mal, et elle s'est présentée comme Kathleen, cette con-là. Vraiment, elle est un peu teubée quand même, hein, pardon, mais bref. Et du coup, voilà, on se retrouve dans un truc de quiproquo à tout va, enfin, voilà, de comment elle va se sortir de cette situation, surtout qu'elle va finir par se faire embaucher en tant que nounou. Sachant que Sloane, elle travaille, à la base, elle n'est pas du tout infirmière évidemment, elle travaille dans un salon de manucure. Même pas que de manucure en fait, je crois d'esthétique il me semble. Je sais plus. Bref, peu importe. Et du coup, voilà, elle va se faire... Ah ouais, t'as vu passer des bons retours, putain la vache. Et voilà, elle va se faire embaucher. Et en fait, le truc, c'est que, ben, évidemment, on nous dit dans le synopsis qu'elle n'est pas la seule à mentir. Donc, visiblement, cette famille, en vrai, cache des secrets. Voilà, j'en dirai pas plus. Ouais, je me sens... Ouais, c'est manucure, ouais. Toujours est-il que, en fait, justement, ce petit twist, entre guillemets, là, du mensonge, en fait, hein, de l'autre côté, voilà, qui va nous être révélé au milieu du livre, c'est absolument nul. En fait, c'est marrant parce que je trouve que ça suit vachement la construction de la femme de ménage.
de Freda McFadden. Clairement, l'autrice a voulu surfer là-dessus, parce que franchement, ça suit vraiment, vraiment, vraiment ça. Sauf que c'est pas la même histoire, hein. Je spoile pas en vous disant ça, c'est pas tout à fait, c'est pas la même histoire, c'est pas tout à fait les mêmes personnages qui mentent, etc. Mais n'empêche que il y a quand même ce truc de la nana qui arrive, qui est embauchée dans une famille qui a l'air bien sous tout rapport, et au final, en fait, il se passe un truc, il y a un gros secret derrière, et on va découvrir, on va être du point de vue justement d'un membre de la famille, on va dire, voilà, sans rentrer dans les détails, qui va nous révéler ce qui se passe exactement, et on va aller un peu de révélation en révélation. Ouais, voilà, c'est exactement la même trame, quoi. Et bon, sauf que ça ne tient absolument pas debout, c'est évidemment absolument pas crédible 2 secondes. Je suis désolée, mais vraiment, mais c'est totalement cousu de fil blanc cette histoire, à aucun moment. Alors en plus, bon, il y a le truc, ça aussi, ça rejoint un peu la femme de ménage, c'est-à-dire qu'il y a le truc qui se veut un peu féministe, mais qui ne l'est pas vraiment. On va pas se mentir, c'est pas, enfin voilà, ça enfonce un peu des portes ouvertes. Et il n'y a pas de message réellement politique ou engagé derrière. Hein. Du coup, enfin... En fait, c'est con parce que, ouais, toute la première moitié du livre est quand même sympa. Parce que t'es un peu dans l'expectative. Puis en plus, bon, c'est un peu... Il y a un peu un côté rigolo, dans le sens où on se demande comment elle va se sortir de tout ça. Il y a toujours des trucs, oh là là, il y a quelqu'un qui me connaît, et du coup, peut-être la vérité va être dévoilée, tout ça. Voilà, il y a ce truc-là qui fait que, bon, c'est un peu sympa, voilà. Mais la deuxième moitié, c'est un peu du gros n'importe quoi. Alors après, ça se lit bien quand même, c'est-à-dire que c'est ni ennuyeux, ni catastrophique au niveau de l'écriture. Ça s'écoute, je dis ça s'écoute parce que en l'occurrence je l'ai écouté en audio, mais voilà, ça se lit bien. Mais le fait est que ouais, non, franchement, n'y allez pas, vraiment, n'y allez pas, franchement. C'est même pas que c'est du vu et revu, c'est que, alors oui, la structure, bon, c'est du déjà vu, mais c'est surtout que c'est pas crédible, c'est trop, personne fait ça dans la vraie vie, il faut arrêter. Je parle pas de Sloane qui raconte des mensonges, je parle de l'autre protagoniste, en l'occurrence, personne fait ça, c'est pas possible. Voilà, et là c'est vraiment, en plus ça part vraiment dans une espèce de machination, oh non, voilà, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est vraiment le truc, tu dis, bon, ok, j'ai pas passé un mauvais moment en le lisant, voilà, ça se lit très bien et tout ça, mais après, t'es là, oui, bon, après, qu'est-ce qui va m'en rester, que dalle, en vrai, on va pas se mentir, il n'y a pas... Franchement, je suis désolée, mais je comprends pas les gens qui ont mis des avis positifs, si ce n'est le fait que ça se lise bien, mais enfin... Surtout quand on a lu plein des trucs comme ça, des thrillers domestiques du même genre, franchement, à aucun moment t'es en mode waouh, c'est trop génial, oh là là, quelle révélation de fou. Non. Non. Non, parce que même les révélations, en fait, quand c'est pas crédible, ça fait pas. T'as pas le truc de dire waouh, c'est incroyable. Bah, en fait, c'est tellement incroyable que ça n'arriverait jamais. Donc, du coup, t'as pas cette bonne surprise là, en fait. C'est pas possible. T'es là, oui, bon, qui croit à ça, quoi. Ouais, mais vous aviez raison de pas le sentir, mais j'aurais dû ne pas le sentir non plus. Mais en vrai, bon, je l'ai écouté en audio et c'était en mode, ah, je sais que ça va être un truc un peu détente. Mais voilà, quoi. Bref. Passons à la suite. C'est franchement... Mais ça me gonfle, en fait, ces thrillers domestiques qui surfent sur la femme de ménage, là, le succès de la femme de ménage. Maintenant, il va y avoir que ça. Déjà, il y a que ça. Déjà, tous les thrillers avec des noms de métiers et des titres un peu qui font montrer qu'on va être un peu dans ce même schéma-là. Pitié, stop. Arrêtez. C'est bon. On a compris la vibe. Ça va. Please.
c'est bon, je pense qu'on ne manquera pas, je pense que, enfin je dis on, je ne m'inclus même pas dedans, mais je pense que les gens qui sont fans de la femme de ménage ne manquent déjà pas de thrillers du genre à lire, ça suffit, arrêtez ça, faites autre chose, je vous en supplie, pitié. Ah putain, quand je vois à Cultura, ils ont fait tout un, comment ça s'appelle? C'est pas des têtes de gondole, du coup, c'est des trucs, des îlots. Ouais, hein. Ils ont fait tout un îlot central, là, spécial femme de ménage, avec toutes les éditions des 3 tomes de la femme de ménage et même d'autres livres de Frida McFadden, d'ailleurs. Avec ouais, toutes les éditions, avec les collectors, les machins. Déjà, d'où il y a 15 000 collectors, là, je suis là, oh putain, pitié, please, non, stop, arrêtez, arrêtez avec ça. Et là, j'ai une collègue en plus qui m'a dit mercredi, elle m'a dit ah, j'adore Frida McFadden et tout. Parce qu'elle a découvert ça récemment, j'étais là. C'est super. C'est cool pour toi. Let's go. Bref, bon. Passons. C'est pas du tout du mépris parce que moi j'avais aimé la femme de ménage, hein, attention, hein, je ne renie pas le fait que j'ai aimé la femme de ménage, même si c'était un peu gros, mais de là à en faire un chef-d'œuvre et à dire wouhou, c'est le livre de l'année et tout, non. J'ai aimé, c'était sympa, voilà. Après, le problème c'est que après tous ces livres sont faits pareil. Une fois que tu en as lu un, tu les as tous lus. Et c'est bon. Oh. Ensuite, j'ai lu. Déjà, à Noël dernier, ils en faisaient des caisses. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est pas fini encore. Hein. Oh là 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 là. Ensuite, j'ai lu. Bah, ça, c'est le dernier que j'ai lu, là, Le Devoir conjugal de Fanny Ansaume, qui était gratuit sur Audible et qui était très court. Et je me suis dit, tiens. Je voulais finir le mois. Je voulais pas commencer un livre audio du mois suivant. Du coup, j'ai lu ça. C'est un petit essai, en fait, qui va parler globalement du sexe dans le couple hétéro. En gros, hein, c'est clairement ça. Et donc, oui, qui s'intitule Le Devoir conjugal, parce que, effectivement, il y a vraiment ce truc de dire la femme fait dans un couple hétéro, le sexe c'est l'homme qui demande et la femme elle se plie à cette demande parce que c'est un peu ce qu'il faut faire dans un couple et voilà. Alors évidemment tout ça n'est pas forcément vrai. Mais du coup voilà, c'est un peu la question effectivement de comment se passe la sexualité dans un couple. On parle de viol conjugal évidemment, de morale, de divers types de couples qui peuvent exister, enfin des divers types de relations, parce que c'est pas forcément des couples du coup, qui peuvent exister. Et puis par rapport aussi évidemment aux orientations sexuelles, etc. De comment le féminisme traite la question aussi. Voilà, globalement, ouais, ça parle du consentement, de la charge sexuelle, effectivement, qui incombe aussi, voilà, il y a la charge mentale, mais aussi la charge sexuelle qui incombe à la femme. Alors, évidemment, heureusement que, voilà, je pense qu'il y a énormément de femmes qui sont très heureuses dans leur vie sexuelle, dans leur couple, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, effectivement, on est un peu, on dirait que les femmes sont un peu obligées, des fois, de se forcer, entre guillemets, et du coup, où est la limite entre le fait qu'on se dise, bon, allez, vas-y, on y va parce qu'il faut le faire, et le viol conjugal, en fait. C'est ça aussi, cette limite qui est, on ne sait pas où la situer. Et voilà, elle nous fait un petit historique aussi de comment était traité le sexe dans le couple, dans l'histoire, et notamment aussi en passant par l'adultère, les choses comme ça. Bref, voilà, c'était intéressant. Après, en vrai,
C'était intéressant sans l'être parce que en vrai, j'ai pas appris, j'ai même rien appris. On va pas se mentir. Pour moi, c'était vraiment trop premier degré du féminisme, quoi. Et c'était même très féminisme libéral. Voilà, c'est vraiment le féminisme qui enfonce un peu des portes ouvertes et qui considère pas assez comment dire. Alors après oui évidemment là c'est très hétérocentré mais je sais pas comment dire, je trouve que c'est très simpliste en fait, c'est très simpliste comme essai, mais après tant mieux, j'ai envie de dire, voilà, c'est le genre d'essai qui est pour, j'allais dire le commun des mortels, c'est pas que je me place au-dessus du commun des mortels, hein, évidemment, mais c'est juste que c'est vrai que moi j'ai tellement lu d'essais féministes, et je suis tellement renseignée sur la question. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je l'écoutais un peu dans le lit le soir, et donc Kim qui entendait ce que j'écoutais, il écoutait aussi, et il me dit mais pourquoi t'écoutes ça? Tu sais déjà tout ça. Même lui, il sait déjà tout ça. Il dit, mais tu apprends rien, là. Je dis, oui, c'est vrai. c'est vrai, effectivement, il y avait rien de nouveau. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais bon, écoutez, voilà, je l'aurais lu, je l'aurais écouté. Voilà, mais clairement, ça fait partie des petits essais qu'on peut faire lire. Après, en vrai, voilà, c'est juste que je trouve que c'est pas assez engagé, quoi. C'est pas assez engagé, c'est pas assez percutant, c'est trop gentil, c'est vraiment trop gentil. En plus, les autrices qu'elle cite, c'est tellement des autrices libérales, quoi. C'est tellement des autrices qui n'inventent pas grand-chose et voilà, c'est un peu le féminisme blanc bourgeois, quoi. Libéral. Globalement. Ça révolutionne pas le féminisme. Clairement pas. Mais bon, c'est lu. Voilà. Passons à autre chose. Ensuite, j'ai lu Miss Marple au club du mardi, qui était dans ma palle de l'année, hein. Voilà, qui était même dans ma palle du hasard, mais bon, toi-même tu sais que voilà, je n'ai pas continué la nuit du hasard pour des raisons évidentes. Mais voilà, bah là en fait justement, je voulais lire un livre assez court pour finir le mois de novembre, et je me suis dit bah tiens, celui-là comme il est dans ma pile comme dans ma palle 2025, pardon, autant le lire. Oui, bah en fait plein de fois non, mais en fait c'était effectivement quand on avait fait la tier list sur les romans d'Agatha Christie, et c'était, alors je sais plus, c'était Steph je crois, hein, c'était Steph ou Stéphanie, c'était une des deux qui avait absolument adoré celui-ci, qui avait adoré celui-ci, et qui du coup j'avais dit ah bah je vais le mettre dans ma liste des Agatha Christie à lire, et voilà, et c'était très bien, ouais, c'était très très bien. Bon, ça sera pas mon Agatha Christie préféré parce qu'en fait, alors c'est marrant parce que c'est un peu présenté comme un recueil de nouvelles, alors oui et non. En fait on suit un petit groupe. Ils sont 6, je crois, 3 hommes et 3 femmes. Donc voilà, autour de Miss Marple, qui est inclus dans les 6. Hein. Voilà, ils sont tous amis, et en fait, comme ils aiment bien, ils adorent les histoires d'énigmes à résoudre, etc., ils décident de se réunir le mardi, justement, d'où le club du mardi, pour, à tour de rôle, donc proposer une énigme à résoudre. Alors évidemment, ça va pas être juste une énigme, ça va pas être une simple énigme, ça va être en vrai une histoire de meurtres qu'ils ont entendu autour d'eux, ou même dont ils ont été témoins, ou voilà. Et donc le but, ce sera que les autres
résolvent cette énigme. Alors évidemment, la personne qui raconte a la clé de l'énigme, mais bon, il ou elle va juste raconter l'histoire et dire, alors à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé, qui est l'assassin, tout ça. Voilà. Donc d'où le fait que ce soit des histoires différentes à chaque fois, mais on est toujours avec le même groupe de personnes qui racontent, mais pas avec les mêmes personnages dans chaque histoire, bien sûr. Et voilà, c'était sympa. Bon, évidemment, c'est Miss Marple qui résout toutes les énigmes. Même la sienne. T'es là, bon. Parce que quand arrive le tour de Miss Marple de raconter, tu dis, bon, il y a bien quelqu'un d'autre qui va... Non, je vous spoil, mais non. C'est bon, c'est un peu cheaté quand même. Hein. C'est Miss Marple qui résout toutes les énigmes. Bon, les autres sont pas très doués du coup pour des amateurs d'énigmes. Après ils proposent des trucs, mais bon voilà quoi. Bon voilà, c'était sympathique, c'était sympathique. Après je me dis putain la vache, dis donc ils ont beaucoup de gens qui ont été assassinés autour d'eux quand même. Hein. Je veux pas dire, mais quand même. Personnellement, enfin, je veux dire, ils ont tous eu une histoire de meurtre autour d'eux à raconter. Mais moi, dans ma vie, j'ai pas eu d'histoire de meurtre autour de moi. Hein. Pardon, il y a des gens qui sont morts, oui. Puis ils n'ont pas été assassinés. Enfin, je dis ça, mais si, c'est vrai en fait. Je rigole, mais en vrai, c'est pas drôle, mais si, je vous avais raconté que j'ai un ancien camarade de classe qui a tué sa mère. Bon, effectivement, oui, vu comme ça, oui. Après, il n'y a pas eu d'énigme autour de... C'est ça le truc, c'est que non seulement ils ont quelqu'un qui a été assassiné, mais en plus, il y a une énigme et tout ça, quoi. Il faut le faire quand même. Mais bon, bref, voilà. Non, mais c'était sympa. C'était un Agatha Christie plutôt sympathique, que j'ai pris plaisir à lire dans le train. Voilà. J'aimais bien. Et ça m'a donné envie encore de lire un autre Agatha Christie, peut-être cet hiver, du coup. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite. J'ai lu donc le fameux Démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, qui a été une excellente lecture. Même si j'étais sceptique au début, c'est vrai, je l'avoue, j'étais un petit peu sceptique. Parce que moi, j'aime pas trop les trucs putassiers en fait. Voilà, je le dis souvent. Moi, surtout encore plus dans le contemporain, j'ai pas envie de lire une histoire glauque juste parce qu'elle est glauque. Ça ne m'intéresse pas, moi. Faut qu'il y ait du sens à l'histoire. Et je suis pas fan aussi des détails sordides. Voilà, c'est pas mon grand kiff. Voilà, y a des fois, je pense qu'on peut se passer de descriptions ultra précises. Voilà. Ah putain, ça me fait penser que j'ai oublié de demander à mon amie là si elle avait lu la Bvona du coup. Je demande la prochaine fois. Mais je pense à ça parce que je lui ai prêté Visqueuse qu'elle a lu et comme moi, elle a été un petit peu mitigée sur le fait qu'il y a des trucs très cringe dedans, trop cringe en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, ouais, j'étais sceptique au début, j'avais un petit peu peur de ça. J'étais là, ouais, quand même, on part dans des trucs ultra glauques, c'était un peu too much, je trouvais. Et puis après, en fait, l'histoire prend vraiment son sens. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu... Alors déjà, on va déjà dire de quoi ça parle quand même avant de donner mon avis. Donc, en fait, on va suivre notre narrateur qui s'appelle Duke, qui, on le sait, il est en prison. Et il va nous raconter, en fait, il y a deux temporalités. La temporalité où il est en prison. Et ensuite, il va nous raconter son enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive, qu'on en soit là, qu'il soit en prison. Et donc, son enfance a été assez horrible. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, évidemment, mais juste vous dire que il a été maltraité, comme ses frères et sœurs aussi, d'ailleurs, par ses parents.
Mais lui, en prime, il a été violé par son père à plusieurs reprises en guise de punition. Il a été le seul, je crois, hein, à pouvoir aller à l'école, en tout cas à cette époque-là, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il découvrait complètement la vie, parce qu'en fait, avant de pouvoir aller à l'école, il était dans un environnement fermé, en fait, où donc lui et ses frères et sœurs étaient constamment maltraités, et ils apprenaient absolument rien. Donc en fait, quand il va à l'école, il découvre complètement la vie, il découvre tout. C'est vraiment le... Voilà. Ça c'était très intéressant, d'ailleurs. Et ouais, et du coup, oui, il y avait des trucs vraiment extrêmement trashouilles. Hein. Mais en fait, là, voilà, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que donc le démon... est-ce que... ouais. Est-ce que je dois dire qui est le démon? Je sais pas, en fait. Non, on va garder ça pour soi. Mais on est vraiment sur ce truc... Oui, oui c'est ça, il connaissait même pas son prénom. Il connaissait même pas son propre prénom. C'est ça, bon, je m'appelle Duke, d'accord, ok, super. Ouais. Oui, il y a plein de... Il y a plein de choses comme ça qui sont criant de naïveté. C'est tellement triste. Et en fait, le truc, c'est que... Si je suis obligée... Est-ce que je suis... Enfin, ça m'énerve parce que j'ai envie quand même de dire un peu la thématique, pourquoi j'ai aimé, mais en même temps, j'ai peur de spoiler un petit peu. Mais on va dire qu'on est sur quelque chose quand même d'assez réaliste, parce que moi j'avais peur justement que ce soit un peu too much. Réaliste sans... Putain, c'est difficile. En fait, c'est difficile d'en parler sans spoiler de ce livre, je trouve. Mais disons que voilà, en fait, tout ça pour dire que j'ai trouvé que la façon dont c'était traité, la thématique, etc., ça donnait son sens au livre, et c'est pas juste un roman, c'est pas un roman putassier qui montre juste une vie de merde pour montrer une vie de merde. C'est vraiment... putain, j'allais encore spoiler... Ah, ça m'énerve. Non, j'ai rien envie de dire, parce que moi j'ai vraiment tout découvert, en fait, justement, je partais vraiment à l'aveugle, je savais même plus vraiment de quoi ça parlait. Donc j'ai découvert un peu le truc. Donc finalement, alors c'est pas une thématique, c'est une thématique qui a déjà été souvent vue. Mais là, je trouve que c'est traité vraiment de façon excellente, parce que c'est bien déjà d'être avec ce narrateur, enfin d'être à la première personne déjà, parce qu'on se rend un peu plus compte de ce qu'il en est. Ouais, c'est mieux hein, de découvrir complètement. Donc je vais vraiment rien dire. Mais en fait, ouais, voilà, ça m'énerve, je peux rien dire. Ah non, je peux rien dire, parce que c'est trop intéressant, justement. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ouais, le fait que ce soit à la première personne, on est vraiment en empathie avec ce personnage-là. Et... Bah ouais, c'est une vie, je pense, qui est quand même assez crédible, malgré le fait que, bah oui, c'est une vie horrible, mais je sais pas, ça prend son sens, en fait. Petit à petit, ça prend son sens, tout prend son sens. C'est très très bien fait. C'est bien que ce soit assez court aussi, parce qu'il n'y a pas besoin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop sur cette... voilà, c'est pour faire cette histoire. Et en même temps, c'est pas parce que c'est court que c'est bâclé non plus. Je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sera pas un coup de cœur parce que ça n'a pas non plus c'est pas révolutionnaire pour moi, si vous voulez. Oui, c'est un contemporain, ouais. Mais ça a été une excellente lecture. Voilà. Pour que ce soit un coup de cœur, il aurait fallu que je sois vraiment surprise et qu'il y ait, je sais pas, en fait. Ouais, je pense qu'il aurait fallu que ce soit quelque chose qui me touche encore plus et que je sois un peu plus surprise par ce
par la thématique et tout ça, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'était super triste, hein. C'est triste cette histoire, en vrai. C'est un peu... c'est un peu le désespoir, en fait. C'est un peu... ben ouais, parce que... Ouais, pareil, je peux pas trop en dire sans spoiler, mais ouais, c'est un peu le désespoir, ce livre. Voilà, c'est pas, ne le lisez pas, si vous êtes pas dans un bon mood, parce que ça va pas, voilà, ça va pas vous remonter le moral, hein. Clairement pas. Voilà, voilà. Ensuite, alors j'ai lu aussi du sexisme en amour de Bell Hooks. Alors c'est marrant parce que c'est celui que j'ai écouté juste avant le devoir conjugal. Et en fait, c'est un peu les mêmes thématiques finalement, sauf que Bell Hooks, elle est 10 crans au-dessus, quoi. Des os. Des os, mais... Putain, j'ai cherché quand est-ce qu'il avait été écrit, ce livre, mais j'ai pas trouvé. Parce que là, c'est une publication récente, hein, chez Payot. Ça date de la rentrée littéraire de cette année. En poche, pas... Non, ça doit dater de l'an dernier, du coup. Non, même pas, je crois qu'il est sorti direct en poche, en fait, je viens de percuter. Oui, parce que je crois que si j'ai vu édition... Enfin, que j'ai vu que c'était inédit en 2025. Donc, je pense que c'est sorti directement en poche. Ouais, c'est marqué en plus sur le truc inédit. Donc ça date vraiment de 2025. Et le truc, c'est que... parce que Bell Hooks, elle est décédée en 2021, hein, donc voilà. Et je sais pas, j'ai pas trouvé dans sa bibliographie lequel ça pouvait être. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit. Mais je pense qu'il a été écrit quand même assez récemment parce que j'ai l'impression que, voilà, elle aborde des thématiques. On n'est pas... Enfin, ça y est, on n'est plus dans... ne suis-je pas une femme qui avait été écrit, je crois, dans les années 80, je crois. Là, on sent que elle aborde des thématiques un peu plus récentes, on va dire, voilà. Et en fait, effectivement, elle parle donc elle parle du couple aussi, comme dans le devoir conjugal, sauf que là, c'est pas uniquement limité à la sexualité, c'est les rapports de couple d'une façon générale, et notamment donc le sexisme, mais elle va parler de racisme aussi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle va parler notamment de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire les couples noirs, en fait. Et donc elle explique pas mal de choses du fait que le racisme justement fait que ça a changé les relations au sein même des couples de même couleur de peau, en fait, de même ethnie, on va dire, même si aux États-Unis ils parlent de race, mais voilà. Par exemple, elle parle justement de comment sont éduqués les enfants noirs. Que du fait que les blancs en fait aient en gros mis dans la tête de tout le monde que les enfants noirs étaient forcément plus mal élevés que les enfants blancs, et que donc il fallait les dresser direct, quoi, voilà. Et du coup ils recevaient tous des éducations hyper strictes, du fait aussi que dans la fiction... Ouais, il y a plusieurs textes. Ah oui, d'accord, merci Elsa. Oui, ça, c'est vrai que oui, je suis con, j'avais vu que c'était plusieurs textes, effectivement. Mais après, voilà. Ok, d'accord, merci Elsa pour l'information. Il y a plusieurs textes réunis. 1996, 2004, 2009, 2015. Mais on voit qu'il y a quand même des trucs, voilà. Il y a des takes assez récentes dans son livre. Mais oui, donc pour donner un autre exemple aussi, le fait que dans la fiction, on voit toujours les hommes noirs comme des mecs un peu... comment dire? Merde, je cherche le terme. Pas inconscient, mais insouciant, voilà. Des mecs un peu insouciants, un peu drôles, un peu machin, qui meurent toujours en premier, enfin voilà.
On a l'impression, enfin voilà, ça donne l'impression que les hommes noirs, en fait, ils n'ont pas vraiment de responsabilité à prendre, etc. Et du coup, ça, en fait, ça rejaillit un petit peu dans les couples, dans la vie réelle, où en fait, les hommes noirs étaient en fait, préfèrent justement laisser un peu du coup, bon, la charge mentale sur leur femme, d'une part, mais aussi même la gestion du portefeuille et tout ça, machin. Et en fait, elle disait ouais, que c'était dans les couples noirs, en fait, les femmes géraient tout. Et le truc, c'est que, en fait, ça donnait le fait que, par exemple, quand il y a eu, en fait, la montée du féminisme, notamment dans les années 70 et tout ça, en fait, donc les hommes blancs s'inquiétaient de leur place dans le foyer et tout ça, et en fait les hommes noirs, eux, ils s'en foutaient en fait, parce que eux, de toute façon, ils estimaient que dans tous les cas, ils étaient quand même supérieurs à la femme, mais qu'ils risquaient pas de perdre leur place, puisque de toute façon, c'était déjà leur femme qui gérait le portefeuille et tout ça, machin. Donc voilà, il y avait des trucs super intéressants qu'elle racontait comme ça, que j'ignorais complètement. Le fait aussi que voilà, les hommes noirs, en fait, justement, ne prenaient pas leurs responsabilités parce qu'ils estimaient que, de toute façon, ils allaient mourir jeunes. En fait, voilà, c'était ça aussi un peu l'influence de la fiction et tout ça, que de toute façon, ils allaient mourir jeunes, que de toute façon, ils allaient jamais être embauchés dans des boulots intéressants, etc. Et que donc, ça servait à rien de faire des efforts et que souvent, voilà, ça donnait des hommes un peu irresponsables, un peu pourri gâtés, souvent par les mères aussi, hein, d'ailleurs. Enfin voilà, il y avait plein de takes comme ça qui étaient très intéressantes. Voilà, donc c'était vraiment... Et puis elle parle des violences conjugales, du fait aussi que les femmes noires sont pas du tout prises au sérieux. Hein. Vous savez, déjà, que vous connaissez le fameux stéréotype de la angry black woman, hein, voilà, les femmes noires sont toujours vues comme des femmes tout le temps en colère, tout le temps vindicatives, etc. Et que du coup, une femme noire victime de violences conjugales, déjà on la croit pas parce que forcément elles savent se défendre et tout ça, machin, ou alors elles jouent les victimes alors qu'elles n'en sont pas, elles exagèrent les choses, enfin voilà. Vraiment, c'est ça. Et donc, elle-même, Bell Hooks a elle-même été victime de violences conjugales. Et quand elle est allée porter plainte, évidemment, on ne l'a pas prise au sérieux. Et même, elle a vu un médecin et tout par rapport à ça. Et le médecin, il a dit... Et en fait, le médecin, il a eu cette réflexion de dire... c'était quoi qu'il a dit? Ah merde, je me souviens plus. Mais que en gros, c'était elle. En gros, que c'était elle qui devait avoir un sale caractère, quoi. Comme si c'était elle qui l'avait mérité, et comme si là le fait qu'elle aille voir un médecin et se plaindre, et ça voulait dire que c'était elle en fait qui portait la culotte limite, alors que c'est elle qui a été frappée en fait. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Bref, voilà, c'était vraiment très très bien. C'était très court mais très très bien. Voilà, moi voilà, c'est clair que putain, de mettre ces deux essais là en parallèle avec donc le devoir conjugal, il n'y a pas photo pour moi. Là, j'ai appris beaucoup de choses. C'était passionnant. Pourtant, ils font à peu près la même taille. Les deux sont assez courts. Voilà, là, c'était passionnant. Et puis, c'était plus érudit. Hein, vraiment, pardon, c'est pas Fanny Ansaume. Tu écris très bien, mais ça n'a rien à voir avec l'écriture de Bell Hooks, quoi. C'est... Voilà. C'est pas là on est sur quelque chose au niveau vocabulaire, tournure, etc., qui est quand même un level un peu plus haut. Mais après voilà, c'est Bell Hooks, c'est pas n'importe qui, mais bon, voilà, c'est au-dessus du lot, quoi. Et c'était très très bien, c'était vraiment très 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 bien. Voilà, même j'aurais peut-être même dû le mettre plus haut, mais bon, comme il est court et que c'était, voilà, c'est pas non plus... mais c'est tout. De toute façon, à partir du démon de la colline aux loups, c'est des excellentes lectures. Hein, voilà, donc y a pas, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas vraiment de classement. Voilà. Ensuite, j'ai lu Atlas Six de Olivia Blake, qui a été une très très bonne surprise, on va dire, parce que
J'avais un petit peu peur. J'avoue, j'avais un petit peu peur que ce soit trop young adulte, que ce soit chiant à lire, un peu comme If You Are Villains, que ce soit, enfin que je sois pas le public, enfin voilà, j'avais peur de plusieurs choses. Mais en vrai non, j'ai vraiment bien kiffé. En fait, c'est du Dark Academia. On suit en fait. C'est un roman choral. On va suivre six personnes qui sont des jeunes adultes, voire adultes. On va dire qu'ils ont tous entre 20 et 30 ans. Voilà. Et il se trouve qu'on est dans un monde. Alors, je pensais qu'on était dans un monde de fantasy, mais visiblement, on est dans le monde réel, mais dans un futur un peu plus éloigné. Donc, du coup, on peut presque considérer que c'est quand même le monde réel, que c'est un peu, ouais, c'est juste un peu dystopique et voilà. Mais bon, on est quand même, il y a quand même de la magie, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, on ne sait pas trop si c'est parce que la magie s'est développée entre temps ou si on considère que dans notre monde actuel, là, dans le monde du livre, ben c'est comme notre monde actuel, mais sauf qu'il y a de la magie. Bref, je ne sais pas. Toujours est-il que en fait voilà, il y a des personnes qui sont, alors c'est pas tout le monde, hein, du coup c'est des privilégiés, hein, qui ont des pouvoirs en fait, qu'on appelle des médéens, mais il n'y a pas que les médéens, parce que il y a divers types en fait de personnes magiques, on va dire. Donc il y a des médéens qui ont des pouvoirs particuliers, il y a des sorciers, je crois qu'ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas expliqué la différence entre les sorciers et les médéens, donc je ne sais pas, mais peut-être dans le tome 2, je sais pas. Et il y a aussi des créatures magiques qui sont un peu mi-humains, sirènes ou d'autres choses, quoi, voilà, globalement, voilà. Et là, donc, on va suivre, là, c'est des médéens, en l'occurrence. Donc, c'est six médéens qui vont être recrutés, en fait, par une société, en fait, qui est une organisation secrète destinée à, si j'ai bien compris, à protéger la bibliothèque d'Alexandrie, donc qui est une bibliothèque ultra prestigieuse et qui renferme des œuvres majeures qu'il faut à tout prix protéger du monde extérieur, quoi, hein. D'ailleurs, il y a un petit débat là-dessus, sur oui, mais s'il faut vraiment protéger, pourquoi est-ce qu'on en fait pas un musée, pourquoi ça devrait être caché alors que ce sont des œuvres justement qui devraient être lues par tout le monde. Enfin bon, bref, voilà, il y a ce petit débat, mais bon, là en l'occurrence, voilà, il faut que ça soit maintenu secret, et donc ils vont être engagés pour ça, sauf qu'on leur dit dès le départ, attention, vous êtes 6, mais on ne va en garder que 5 à la fin de l'année, qui resteront définitivement ici, quoi. Et donc ils vont être en concurrence les uns avec les autres. Et donc ces six personnages là, donc c'est Libby, qui est physicienne, on dit, en fait elle a un pouvoir de contrôler les choses et de créer des choses, à partir d'autres choses, en gros de moduler, si j'ai à peu près compris son pouvoir, c'est ça, de moduler et de faire bouger les objets, voilà, c'est un truc un peu comme ça. Il y a Nico qui a le même pouvoir que Libby, et d'ailleurs ils se connaissaient en fait, et du coup ils veulent se sentir tous les deux en compétition parce que c'est les deux seuls qui ont le même pouvoir en fait, parce que les autres ont tous des pouvoirs différents. Et voilà, Nico parce qu'ils viennent tous en plus de pays différents. Alors les deux là ils sont américains, mais lui c'est un latino. Après il y a Reina qui est japonaise, qui elle a le pouvoir, qui est naturaliste, on nous dit, donc elle a le pouvoir de contrôler les plantes. Après il y a Parissa qui est iranienne et qui elle est mais qui, au-delà de lire dans les pensées, peut aussi contrôler les pensées. Et il y a... Qui c'est qui reste? Il y a... Ah merde, comment il s'appelle? Donc il y a Tristan,
Il y en a un, j'ai oublié son prénom. C'est Caleb? Kaloum. Non, c'est Kaloum. Donc il y a Tristan qui, lui, est illusionniste, en fait, qui a le pouvoir de voir les illusions et potentiellement aussi d'en créer, mais on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas, au début, on ne sait pas trop. Son pouvoir, il est un peu particulier, mais en tout cas, on comprend qu'il sait découvrir quand il y a des illusions qui sont créées. Et le dernier, donc, c'est Kaloum qui, lui... donc, ouais, Tristan, lui, il est... J'ai oublié de dire son pays. Tristan, il est anglais. Il est noir, accessoirement, mais bon, c'est important aussi, parce qu'il y a... On sent que l'autrice, elle a voulu être inclusive, bon, voilà. Et enfin, il y a Kaloum qui, lui, est sud-africain, mais lui, il est blanc, pour le coup. Putain de colon. Bon, en même temps, c'est le personnage le plus détestable, donc c'est pas plus mal. Mais Kaloum qui, lui, est empathe. Donc, en fait, c'est presque comme Parissa, sauf que lui, c'est pas les pensées qui lient et qui le contrôlent, c'est les émotions. Voilà. Voilà, donc je vous ai tout dit, je vous ai présenté tous les personnages et donc on va les suivre donc à chaque fois. C'est des chapitres vus du point de vue, alors c'est pas la première personne, c'est la troisième personne, mais c'est à chaque fois du point de vue du personnage nommé, quoi, par le nom du chapitre. Et en fait, ils vont découvrir évidemment que c'est pas juste protéger la bibliothèque, il y a des enjeux beaucoup plus gros derrière, et puis tous en plus ils ont leur background et leur vie personnelle assez particulière aussi. Il va y avoir des histoires évidemment qui vont se créer entre tous. Franchement c'était bien parce que bon il y a un petit côté Hunger Games et tout, parce que c'est genre bon bah il va falloir on sait qu'il y en a, oui, c'est vrai, je vous spoil un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ils sont tous en concurrence, on va dire. Et du coup, ouais, c'était... Et puis, ouais, après, voilà, ce côté un peu magique et très intéressant, parce qu'en plus, ils vont... Bon, l'autrice a pris le parti de pas faire de la magie un truc genre Deus Ex Machina, mais plutôt un truc plus scientifique en fait. Et j'ai bien aimé cette approche là parce que par exemple ils sont pas que là pour protéger la bibliothèque, ils sont aussi là pour étudier et voilà, et essayer d'apprendre des choses et tout ça. Et en fait Libby va se mettre en tête d'arriver à contrôler le temps. Et donc, il va y avoir tout un truc comme ça autour du temps, en fait. C'était très intéressant. Voilà, donc ouais, il y a pas mal de thématiques qui sont bien. J'ai bien aimé les personnages qui sont... Il n'y a pas... en fait... Bon, à part Kaloum, c'est vrai qu'il est un peu détestable. Mais sinon, tous, ils sont... Voilà, ils sont ni gentils ni méchants, on sait pas trop. Ils ont tous un peu leur perversion et leur faiblesse. Et enfin voilà, non, franchement, c'était très très bien fait. Je trouve que le background des personnages est très très bien travaillé. Les interactions aussi. Il y a pas mal de réflexions qui sont très intéressantes. Après, bon, on n'est pas... voilà, on n'est pas non plus dans un truc... ultra complexe, non, ça reste, c'est pas du young adulte non plus, mais ça reste, enfin, comment dire, voilà, c'est à la portée de n'importe qui, quoi. C'est pas de la hard SF si vous voulez, ni de la hard fantasy, voilà, c'est pas non plus, mais quand même il y a des réflexions intéressantes, j'ai trouvé. Et puis voilà, on va découvrir des secrets et tout. Alors évidemment, il y a un tome 2. Donc, ah ouais, c'est vrai. Il y a un tome 2. Et ouais, moi, j'ai quand même bien envie de lire le tome 2. Parce que c'est pas que ça finit en cliffhanger, mais presque, on va dire. Il y a des mystères qui sont pas résolus. Forcément. Donc voilà. Mais c'est marrant parce que au début, je me disais, ouais, c'est un roman choral, mais en même temps, on a l'impression que c'est quand même Libby l'héroïne, mais en fait, pas du tout. Et en fait, vraiment, je pense qu'il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre au final. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi. En fait, elle a réussi à faire un roman choral où c'est vraiment, où on ne sait pas vraiment qui soutenir. Au final, c'est très bien fait, quoi.
Voilà. Je sais pas s'il y a que 2 tomes. Non, il y en a 3. Non, il y en a 3, je vois là. Est-ce que le troisième... Ah oui. Donc il y a Atlas X, après il y a le paradoxe d'Atlas et le complexe d'Atlas. Voilà, il y a 3 tomes. Mais j'ai pas je les ai pas les 2 autres, donc bon ben voilà quoi. Mais bon voilà, c'était non franchement j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment bien prise dans ma lecture. Je l'ai pas vu passer, il fait 450 pages, mais ça se lit très 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 bien. Voilà, j'ai aimé tous les personnages, même ceux qui étaient pas sympas, je les ai quand même aimés. Enfin, je les ai trouvés intéressants, j'ai aimé les détester. Mais ouais, voilà, donc ça reste quand même très, très mystérieux. Mais ça, c'est bien une vraie Dark Academia, parce que voilà, il y a vraiment ce truc très société secrète, tout ça, tout ça. Et surtout, société secrète dont on ne sait pas grand-chose, et on ne sait pas si c'est bien, si c'est mal. Même à la fin du tome 1, on ne sait toujours pas si c'est bien, si c'est mal, en fait. C'est ça qui est... On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas où se situer. Voilà, il y a certains personnages qui sont tellement ambigus que pareil, on ne sait pas trop, voilà. Donc, c'est ça que j'aime bien. Bon, voilà, en tout cas, pour ce Atlas X d'Olivier Blake. J'ai lu ensuite pas ensuite, mais bref, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bah ouais, depuis le temps que je devais le lire, celui-ci, et en plus il était dans ma palle de l'année. Bah il était aussi, je crois, dans ma pile à lire du hasard, mais bon. J'ai beaucoup aimé. Donc en fait, on va suivre tout simplement, on est dans un récit à la première personne, c'est assez court, hein. Et ben ouais, on suit, c'est le récit d'un condamné à mort, hein, comme son nom l'indique, comme le titre l'indique. Qui d'ailleurs, est-ce qu'on connaît son nom? Je sais même pas si on connaît son nom. Je me rappelle plus. Bref, en tout cas, il raconte, c'est un homme, on sait qu'il a une trentaine d'années. Il est marié, il a une petite fille. Et et donc il est en prison, on ne connaît pas son crime, on sait qu'il a commis un crime qui a priori est quand même grave, parce qu'il le dit lui-même, hein, voilà, qu'il a commis un crime assez grave, et donc il a été condamné à mort pour son crime, donc j'allais dire sa condamnation est méritée, en fait justement c'est là tout l'enjeu du livre, mais en tout cas il n'est pas, c'est pas un innocent qui est en prison. Voilà. Et c'est important en fait. Je trouve que ce qu'a fait Hugo, c'est important. Et donc il va nous raconter en fait effectivement sa dernière journée avant de mourir. Voilà. Le titre dit tout, hein. Voilà, le titre dit tout. Et donc, ben oui, on va le suivre dans un peu son errance, son regret, et en même temps son horreur face à cette mort imminente. Bisous Malo, bisous, bonne soirée, bonne nuit. Et donc comment il est à la fois traité comme de la merde, et en même temps traité aussi comme un héros entre guillemets, parce que c'est un condamné à mort, et que donc il va divertir le peuple, hein, par son exécution. Il y a plein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que le livre est assez court. Comment aussi il sait qu'il va laisser une femme veuve, une petite fille sans père, et tout ça, c'est ça le plus dur pour lui, qui voudrait d'ailleurs voir sa fille avant de mourir, enfin bref, voilà. Et comment en plus les bourreaux sont très sympas avec lui, enfin il y a plein de trucs comme ça, mais et en fait on comprend dans ce récit que c'est clairement un pamphlet contre la peine de mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de... Moi, ce que j'aime dans ce récit, c'est que il
c'est pas un récit pour faire pleurer dans les chaumières en mode oh là là, regardez, il est innocent, il va mourir, machin et tout. Non, 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 en fait, c'est vraiment pas. Il reste réaliste, c'est ça qui est bien, c'est qu'il reste réaliste. Alors, je sais pas, Hugo, je pense que, ouais, évidemment, il a dû évidemment étudier longuement la question, quoi. Mais ça reste réaliste. En fait, il a voulu vraiment présenter. On n'est pas comme dans La Ligne verte. La Ligne verte de Stephen King, c'est aussi un livre contre la peine de mort. Mais là, c'est vraiment... Ça fait pleurer dans les chaumières. C'est vraiment l'injustice à son plus haut niveau. Voilà. Alors que là, non. Là, c'est réel. C'est... Enfin, il y a rien qui est ni enjolivé... ni exagéré, ni rendu plus triste que ça ne l'est. Enfin non, c'est juste que il a voulu présenter les choses telles qu'elles étaient. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la réalité d'un condamné à mort. À son époque, hein, évidemment. Donc, c'était la guillotine. Mais nous, en France, de toute façon, jusqu'en 1980, l'abolition, c'était la guillotine. Hein, et pas de... Voilà. Mais du coup, ça nous raconte tout. Et en fait, le but de Victor Hugo, c'était qu'on soit en empathie avec cet homme, malgré le crime qu'il a commis. Alors, c'est bien qu'il n'ait pas dit le crime, justement, parce que, bon, peut-être aussi que ce côté-là, bon, c'est un putain de violeur, qu'il a dépecé des enfants et tout ça, bon, c'est sûr que t'es là, t'as pas envie d'être en empathie avec lui. Donc, il y a quand même ça qu'il a un petit peu tu, on va dire. Mais malgré tout, voilà, ça présente... En fait, c'est ça le truc, c'est que ça ne nous présente pas cet homme comme un innocent, mais ça nous le présente comme un homme lambda qui quoi qu'il ait fait, ne mérite pas de mourir comme ça, sous la guillotine. C'est absolument, évidemment, c'est absolument terrifiant, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, c'est exactement ça, Natacha, c'est le but, c'est de dire, peu importe ce qu'il a commis, en fait, on nous dit quand même que c'est un crime grave, peu importe ce qu'il a commis, il ne mérite pas de mourir, voilà, et que la peine de mort est une abomination qui n'a pas de sens, voilà, il explique dans le livre pourquoi ça n'a pas de sens, et voilà, c'est très bien fait, bon, alors, c'est pas un essai, ça ne va pas super loin dans les arguments. Il y a tellement d'arguments à apporter par rapport à la peine de mort encore aujourd'hui, hein, parce que je sais que l'abolition de la peine de mort maintenant est constamment remise en question, et c'est triste hein, d'ailleurs qu'on en soit à régresser. Mais parce que en fait, ce qui est intéressant sur la peine de mort, c'est que il faut vraiment que les gens arrivent à faire la différence entre le désir de vengeance, le désir de justice, de vengeance, individuellement, et la peine de mort au niveau sociétal, en fait, ce que ça implique. Parce que, évidemment, que n'importe quelle victime de viol, de meurtre, on va dire, proche d'une victime de meurtre, va vouloir que le coupable meure, évidemment, mais même moi je le souhaiterais si c'était le cas, évidemment, mais surtout a fortiori quand t'es une potentielle victime ou ex-victime et que ton bourreau peut sortir à tout moment et te retrouver, a fortiori voilà. T'as envie qu'il meure parce que tu ne veux plus avoir peur et tu veux plus le voir sur cette terre. Mais sauf que ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau sociétal, c'est ultra problématique de se donner le droit en fait de tuer les gens. Et puis surtout que ça a été prouvé que ce n'est pas une peine dissuasive. Enfin bon, c'est pas pour ressortir tous les arguments contre la peine de mort, mais c'est juste pour que il faut vraiment qu'on fasse la différence entre ce désir intrinsèque là de catharsis, de vengeance, etc. et ce que la peine de mort fait au niveau de la société, en fait. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a envie, c'est pas parce qu'on est une victime qu'on a envie que notre bourreau meure
que ça veut dire qu'on est pour la peine de mort, en fait. C'est vraiment deux choses complètement différentes, quoi. Donc il faut arrêter les gens qui sont là à dire « Oui, peine de mort pour les pédophiles, machin, machin », mais ça va pas changer la société. C'est pas parce que les pédophiles seront condamnés à mort qu'il y aura moins de pédophiles. D'autant plus que les pédophiles, c'est pas spécialement un choix, quoi. Donc vraiment, ça va pas changer la face du monde qui est la peine de mort, quoi. C'est pareil pour les violeurs et tout, parce que là je parle même pour les mecs qui violent par besoin de pouvoir, de domination, et donc ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas parce qu'il y a la peine de mort que ça va les empêcher de violer. Tant qu'il n'y aura pas une réelle remise en question de la société et du patriarcat, ça ne changera rien de mettre la peine de mort, hein, mais bon. Bref, enfin voilà. En tout cas, tout ça pour dire que c'était un excellent livre. Et bon, bah ouais, bah après, évidemment, les opinions politiques de Victor Hugo, de toute façon, c'était très visionnaire, hein, voilà. Hein. On n'a plus... on manque un peu là de personnalité en ce moment qui mettrait en avant ce genre de choses. Là, malheureusement, on va tellement dans le mauvais sens que c'est une catastrophe. Bref, enfin bon, j'ai digressé, pardon pour ces grosses digressions-là, mais voilà, je pense que c'est un classique que tout le monde devrait avoir lu, c'était très important. Et enfin, le dernier que j'ai lu, qui vraiment est une excellente lecture, comme le précédent de l'auteur, c'était donc Middlesex de Jeffrey Eugenides, que j'ai lu en lecture commune, et qui est qui plutôt un bon pavé de presque 700 pages, mais que j'ai bouffé quand même parce que c'était vraiment très 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 bien. Puisque voilà, c'est une histoire un peu originale pour le coup, puisque on va suivre donc notre narrateur qui s'appelle Cal. Cal qui a la particularité d'être intersexe, donc c'est-à-dire qui possède des gamètes. Alors oui, c'est ça, des gamètes, des organes génitaux, on va dire, à la fois masculins et féminins. Voilà, alors je rentre pas dans les détails de comment sont ces organes génitaux. Déjà, c'est globalement dit dans le livre. Hein. Mais voilà, en tout cas, Cal est née et a été élevée comme une fille. Parce que le médecin, pour une raison qui est décrite dans le livre, ne s'est pas aperçu à la naissance qu'il y avait un problème de ce côté-là, on va dire. Enfin, un problème. En tout cas, que c'était différent de la plupart des enfants qui naissent, quoi. Et du coup, Cal a grandi en tant que fille. Ouais, c'était vraiment très très bien. Jusqu'à un point donc qui va nous raconter plus tard, mais on sait au début, en tout cas, il nous dit que à l'adolescence, il est devenu un homme. Voilà. En vrai, il est ni homme ni femme, il est entre les deux. C'est pour ça que bon, des connards de transphobes qui sont là, le sexe c'est binaire, ben en fait non, parce que même biologiquement c'est pas binaire. Ah, j'ai pas lu le roman du mariage. Ok, merci. Et donc ouais, voilà, en fait, en gros, bah, quand t'es intersexe, c'est soit tu choisis un genre, soit on te l'impose à la naissance, ce qui est d'ailleurs, ce qui sont d'ailleurs des violences faites à des bébés que les transphobes bizarrement ne dénoncent pas, hein, parce que les transphobes, les bloqueurs de puberté, arrêtez de vouloir forcer les enfants à ne pas choisir un genre. Oui, mais alors vous c'est l'inverse, vous forcez les enfants à choisir un genre, hein, donc bon, j'ai envie de dire bon, et particulièrement sur les intersexes, puisqu'on leur impose effectivement, en général, voilà, ce qui se fait, et ce qui se fait certainement encore aujourd'hui, c'est que quand un enfant naît intersexe,
il va subir des opérations pour le faire entrer dans l'un ou l'autre des genres, en gros celui qui est le plus facile. Et ça donne souvent justement des enfants transgenres parce que ils n'ont pas choisi leur genre et que du coup c'est pas ça en fait. Et là c'est le cas pour Cal d'ailleurs, puisqu'il a été alors lui on l'a pas opéré à la naissance, puisque en fait ça s'est juste pas vu. Mais sauf que il va découvrir que en fait pour lui il est un homme et il n'est pas une femme quoi. Et mais avant toute chose, donc ça c'est ce qu'on apprend dès le départ, et donc il va nous raconter son histoire, mais d'abord avant de nous raconter son histoire, il va nous raconter l'histoire de sa famille, en remontant jusqu'à ses grands-parents, donc ils sont Desdemona et Lefty. Et Desdemona et Lefty en fait, et je le dis parce qu'on le sait dès le départ, quasiment très rapidement, quoi, Desdemona et Lefty étaient frères et sœurs. Paye ton inceste, voilà. Et vous savez que les naissances de parents consanguins donnent souvent des malformations. Alors là, il va être question de mutation plutôt que de malformation. Et ce qui a fait de mutation en mutation, en fait, il va y avoir plusieurs consanguinités dans la famille qui font que ça va donner des mutations et qui font que ça va donner Cal, qui est intersexe. Mais en tout cas, donc on va nous raconter l'histoire de Desdemona, principalement de Desdemona, ça va vraiment être plus de son point de vue à elle, surtout. Qui va être extrêmement intéressante. Hein. On est dans les années 20 où il y a donc la guerre entre les Turcs et les Grecs, hein. Suite à la Première Guerre mondiale où l'Empire ottoman en fait a connu une grosse défaite et s'est vu prendre des terres. En fait il y a des indépendantistes turcs qui vont vouloir récupérer leurs terres et ça va donner lieu à une grosse guerre qui va faire des milliers de morts quoi. Et donc qui va obliger notamment beaucoup de Grecs à fuir leur pays et notamment Desdemona et Lefty qui vont partir pour l'Amérique. Et voilà, on va nous raconter toute l'histoire de cette famille en fait d'immigrés grecs. C'est extrêmement intéressant, ça va parler beaucoup de religion, aussi des problèmes que connaît l'Amérique dans les années 30, la Grande Dépression notamment, le racisme, etc. Enfin voilà, pas mal, ça englobe énormément de choses comme ça. Alors moi je trouve qu'il y a un petit peu des takes racistes dans le livre, et notamment un peu islamophobe aussi, un peu, c'est compliqué. Les Turcs qui sont pas musulmans d'ailleurs ni arabes, mais bon, les Turcs sont que si, les Turcs sont musulmans. En tout cas, ils sont pas arabes, mais bon, bref, peu importe. Les Turcs sont vraiment montrés un peu comme les grands méchants. Et puis bon, il y a tout un truc sur l'islam, il y a tout un truc aussi sur la révolte. Sur la révolte de la communauté noire, de la communauté afro-américaine à un moment, qui est pas forcément présenté comme quelque chose de positif en vrai, hein, même pas du tout. Et du coup, j'étais un peu gênée par ça. Je trouvais, bon, après, voilà, le livre, il a été écrit, je crois, dans les années 90 ou début 2000. Mais bon, quand même. Mais au-delà de ça, par contre, sur toute la question du genre, etc., il y a quand même énormément de choses très très intéressantes. Et ouais, franchement, j'avoue que l'histoire... Moi, j'étais plus passionnée au final par l'histoire de Cal que par l'histoire de sa famille. Parce que, en fait, l'histoire de sa famille, c'est des choses que j'ai souvent lues, finalement, d'histoires d'immigrés... se sentent pas à la place, ils savent pas s'ils sont grecs, s'ils sont turcs, s'ils sont américains, bon, c'était passionnant, hein, c'était vraiment passionnant, mais je pense que l'histoire de Cal était quand même pour moi au-dessus, parce qu'il y avait tout ce truc de l'intersexuation en fait qui était extrêmement intéressante, et comment il va évoluer en tant que petite fille, puis adolescente, qui en plus est lesbienne, enfin, du coup, en tant que femme est lesbienne.
qui n'a rien à voir d'ailleurs, c'est bien dit, hein, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il finalement se soit senti homme. S'il dit bien, mais en vrai, c'est pas le fait que j'aime les femmes, c'est pas pour ça que je me suis senti homme, parce que des femmes qui aiment les femmes, bah il y en a plein, hein, c'est pas pour ça qu'elles sont moins femmes en fait. C'est bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais là, ouais bon d'accord, le cliché, ça y est, elle aime les femmes, donc forcément c'est un homme et tout, mais non, en fait c'est bien dit que non, ce sont deux choses différentes. Mais par contre, du coup, bah forcément, ça va pas être présenté comme quelque chose de positif. On est dans les années 70. Attendez, que je dise pas de bêtises. Quand est-ce qu'il va naître, Cal? Non, il naît au début des années 60. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. 62, il me semble qu'il naît. Donc on va être dans les années 70 pour son adolescence. Mais et du coup oui, bah il y a la libération sexuelle et tout, mais n'empêche que ça reste encore des gros tabous. Donc voilà, et voilà, bon j'en dis pas plus, je vais pas raconter tout ce qui se passe quoi, hein, mais c'était vraiment passionnant quoi. Et c'est vrai que c'est un livre un peu hors norme, parce que il y a ce côté très historique, saga familiale, etc. Et en même temps, ce côté roman d'apprentissage sur cette thématique qu'est l'intersexuation. Donc voilà, c'est vraiment deux histoires en une, on va dire. C'était passionnant. Et j'avoue que, ouais, moi, quand on arrive à l'histoire de Cal, à son adolescence et tout ça, j'étais tellement plongée dans le livre, ce que je disais une fois en live, c'est que ça m'arrive rarement, mais j'étais tellement à fond dans mon livre que je le disais dans le train, en fait, et je savais plus où j'étais, je savais plus si j'avais pas loupé mon arrêt, etc. Tellement j'étais complètement focus dans le livre, j'étais à fond, j'étais trop à fond, c'était trop bien, c'était vraiment passionnant. Voilà, donc ça englobe énormément de choses, et ça, ouais, je trouve que il y a aussi tout ce truc ouais, des violences, ça va en parler aussi, hein, des violences en fait qu'on veut faire subir aux enfants intersexes, du fait de vouloir les faire entrer forcément dans un genre quoi, qui n'est pas celui que l'enfant choisit du coup. C'est important d'en parler en fait. Et voilà, c'était du fait, oui, ça parle des frics aussi, ça parle un peu des frics. Voilà, c'était très très bien. Ça parle de transidentité aussi à un moment. Enfin voilà, il y a pas mal de thématiques. C'est très complet comme livre, hein, voilà, très très complet. Et ouais, ça a été une excellente lecture. Peut-être, je pense, un petit coup de cœur, parce que vraiment, c'est vrai qu'au début, j'avais peut-être un peu de mal. Enfin, c'est pas que j'avais du mal à rentrer dedans, parce que c'était intéressant. C'est juste qu'au début, je me disais, oui, bon, je vais mettre beaucoup de temps pour le lire, parce que j'ai pas... j'aime bien lire un ou deux chapitres de temps en temps, mais je suis pas non plus à fond dedans. Voilà, c'était un peu ça. Et puis après, je suis devenue à fond. Voilà, et du coup, c'était le dernier livre de la sélection. Et quelles sont mes lectures en cours? Eh ben, j'ai pas de lecture en cours. Voilà, ça c'est fait. Mais ouais, je sais même pas. Je sais même pas ce que je vais attaquer en fait. Je suis en train de me dire. Voilà, je sais pas. J'avoue que là, je suis un peu dans le flou pour l'instant en matière de lecture. Donc voilà, j'ai vraiment. J'ai fini mes lectures récemment là, et j'en ai pas repris d'autres. Donc voilà, bah, vous saurez une prochaine fois. Désolée. c'est la surprise. Après, voilà, si vous regardez ma palle de l'hiver, je pense que je vais piocher dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit bilan lecture, et on va se retrouver, alors dans le pire des cas, ça sera la semaine prochaine, puisque donc dimanche soir, je vais
tourner le tag du mois. Voilà. Et sinon, voilà. Donc jeudi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est possible que je fasse un react. Donc potentiellement, la prochaine vidéo, ça sera sans doute le tag du mois. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'avoue, j'ai pas grand-chose à vous donner à manger. Là, c'est peut-être un peu frustrant, mais bah, c'est la surprise, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc merci en tout cas d'avoir regardé ce petit bilan lecture en espérant qu'il vous ait plu. Et puis, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Miaou.